Non, je rigole parce qu'en fait, si je vous raconte tout ce qui s'est passé depuis Bourganeuf vendredi dernier, je commence l'émission à 11 heures. Ah bah oui, parce que Bourganeuf, il y avait... Non, j'ai un voisin, donc ça s'appelle Irisari ici, d'accord? J'ai pas dit. Exactement. Bon, mon voisin, son prénom, c'est Henri, pardon. Henri, comment on dit, Amestois? Amestoy. Amestoy, ah bah oui. Et donc il est chef, il y a un restaurant juste en face. Mais en 2 mots, je vous raconte quand même la suite et la fin de Bourganeuf. Donc Bourganeuf, vendredi dernier, devant la concession Citroën, il y avait énormément de vieilles voitures françaises, pas des pas des Ferrari, des machins comme ça. Il y avait des Amicis et il y avait Pierre, donc le monsieur qui a amené Pierre Ferré, les voitures normales, quoi. Un mec, c'est bête ce que je suis en train de dire. Il était simple, il savait tout. Tu lui poses une question, tac, il te répondait, il se la pétait pas du tout. Et il avait apporté, si je dis 15 ou 18 voitures, en parfait état. Donc il y avait des voitures partout. Mais il y avait... Dans le cabinet médical, ça fait comme un cabinet médical, je dis ça pour rire, hein, avec les gens qui attendent leur tour pour parler. Donc il y avait, je sais pas moi, 50 personnes et 4 femmes. Il y avait 4 femmes top. Le monsieur avec les abeilles était formidable, mais les 4 filles, la boulangère, les bisons, l'agrégé de mathématiques hein, qui s'occupait de la culture et des finances, et la femme qui avait des vaches et qui était paysanne, quoi. Ah, vous étiez vraiment formidable et vous m'avez fait penser à Linda, à Brioude, à la première émission qui était... J'aime les femmes, je vis avec une femme. J'ai 4 filles, donc je sais pas, vous avez des enfants, vous? Oui, j'ai deux garçons. Ah, 2 garçons. Ah, vous pouvez pas connaître les filles. Donc ça me faisait penser à Linda avec une vraie énergie pour raconter des choses en étant bien intimement persuadé de ce qu'elle dit, quoi. C'est pas du pipeau. Alors que des fois, il y a des hommes, entre guillemets, qui parlent, bon, on le sait, hein, qui survolent. Oui, ils survolent. Ouais. C'est tard dans la soirée qu'on survole. Oui. Mais après, on revient sur Terre. Non, c'est vrai. On a les pieds sur Terre, quand même. Bah, on sait pas. Et donc, vous avez un restaurant, hôtel-restaurant ou juste restaurant? Juste restaurant. D'accord. Qui s'appelle Arseine. C'est juste en face. Exactement. Là, on est dans une commanderie, donc c'était les Chevaliers de Malte, c'est ça? C'était des mecs qui ont construit ça, mais c'est pas possible. C'est énorme. Énorme. Quand je dis énorme, ça fait quoi? 40 mètres de long au moins? Et plus 20 de large. Elle va nous le dire, la jeune fille, après. Ce dont on parlait en réglant les problèmes techniques du début, parce que s'il y a Internet, ça marche, s'il n'y a pas Internet, ça marche pas, c'était l'attitude des gens, l'attitude des clients du restaurant. Ici, on est donc dans le bas de la France. Si on regarde une carte, on est très très loin de la capitale. On est très loin du centre de la France. On est dans une autre ambiance. Pour les foins, par exemple, ils ont des soucis parce qu'il y a de l'humidité, donc ils sont emmerdés, alors qu'en Auvergne, c'est sec. Donc il y a des choses qu'on n'imagine pas quand on vit ailleurs qu'ici. Ah, c'était bien. Redites-moi tout ce que vous disiez à propos des gens, des clients, tout ça. On est à l'intérieur du Pays Basque et moi je trouve que on mesure beaucoup de choses à l'intérieur, dans nos campagnes, et les clients, quand ils viennent dans votre restaurant, ils font une démarche. Ils viennent pas par hasard. Ça veut dire que la veille, 2 jours avant, ils se sont dit, on va aller à Irisari, il y a une expo, on va aller visiter l'expo, et après on va aller au restaurant. Et nous, on est à la fin, après l'expo, donc à la fin FIN, c'est nous qui allons les nourrir. On essaie de les nourrir avec moi, ma politique, c'est faire à manger que avec ce que j'ai autour. Je suis très sensible à ça. Et ce client, quand il est assis, à un moment donné, je vais voir mes clients, soit je les accueille, soit on amène un plat, soit c'est l'apprenti qui va amener un plat. Moi, j'aime bien faire participer tout le monde. Et on a ce client qui est reposé, ça représente pas forcément la société actuelle où tout va vite, tout est sur réseaux sociaux, tout est sur Insta, tout ça. Et moi, ça me va, ça. Ça me va de travailler dans des conditions comme ça. On a un mois d'août un peu plus chargé, mais bon, après en septembre, on va reprendre une autre clientèle. L'hiver, on va faire un peu moins, mais on va continuer à travailler. Et j'ai besoin, moi, de cet hiver pour réfléchir. Parce que, voilà, je suis pas une machine. Et j'ai besoin de réfléchir, de trouver des nouveaux plats, avec qui je vais travailler, les producteurs. Voilà, moi ce lien pour moi est très important. Ah, mais je comprends, on a besoin de digérer les choses qu'on fait. Moi j'ai besoin de digérer la vie, le passé. Les gens, enfin beaucoup de gens sont dans le passé, on va dire. Mais en fait c'est pas vrai. Le passé, quand il est digéré, il y a plus de passé en fait. Non, c'est vrai. Et moi la vie,
m'a amené un peu par hasard ici. C'était pas du tout en plan. Moi, j'ai bourlingué pendant 18 ans. J'étais sur la Côte d'Azur. En faisant quoi? Toujours cuisine. Ah, d'accord. Ça fait, j'ai 52 ans. J'ai commencé ce métier à 18 ans. Ah ouais. Et Arsène, c'est ma troisième affaire. C'est moi et ma femme, parce qu'il faut pas oublier que derrière un homme, il y a toujours une femme. Et ma femme est très importante parce que moi, je parle beaucoup, peut-être un peu trop, mais ma femme, c'est très important d'avoir quelqu'un de derrière qui vous apaise. Et j'oublie jamais les gens de l'ombre. Et ma femme, c'est l'équilibre. Bah alors on est beaux-frères parce que vous avez épousé la sœur de elle. Oui, vous avez épousé la sœur de ma femme. Oui, c'est oui. la même chose. Mais évidemment, évidemment. Et Irisari et Arsène, c'est vraiment la finalité parce qu'on est parti d'une ruine. Ah oui. On a construit le restaurant. Voilà, c'était un bâtiment qui était vide de 91 à 2015. Je suis passé pendant 7 ans devant ce bâtiment. On m'en avait parlé pendant 7 ans. J'y étais pas du tout intéressé. Il a fallu que j'ai un plan qui se casse la gueule pour que je croise le maire du village, qui me fasse rentrer dans ce bâtiment, et j'ai levé les yeux au plafond et j'ai vu cette ruine et j'ai vu ces poutres. Oh, ces poutres. Et là j'ai dit oui de suite. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est bien. Et je suis passé pendant 7 ans autour, ça m'a parlait pas du tout, j'étais pas du tout intéressé. Donc moi j'ai dit oui de suite. Et après, il faut que j'appelle ma femme. J'ai appelé ma femme est rentrée, elle a dit... Elle a pas dit oui de suite. Donc je lui ai dit, c'est important. Elle m'a pas dit non plus. Parce que moi, j'étais parti comme un train à toute vitesse. Ouais. Ah, je me dis, c'est ici qu'on va faire le restaurant. Et après, il fallait trouver un nom. Donc, je suis très attaché au milieu paysan. J'aime beaucoup, vous avez parlé des foins. Cette odeur de foin, pour moi, c'est très important. J'aime beaucoup le monde paysan. C'est des gens d'une valeur. Et je me dis que quand je serai à la retraite, je finirai sûrement berger, comme le nom du restaurant. Aujourd'hui, c'est Arsène. C'est art, comme art de recevoir, art de bien faire. Donc, on a fait un jeu de mots. Au milieu, on a mis une fougère qui représente, un logo qui représente une fougère, c'est-à-dire qui sort de terre. Saint, ça veut dire gardien en bas, c'est la commanderie qui nous protège du vent. Et Arsène, c'est hommage à mon papa, qui était berger. Et je dis souvent que quand je serai à la retraite, il faudra que je m'occupe. Je me vois bien finir garder des brebis de quelqu'un. Il a été berger longtemps? Oui, il a été berger sans terre jusqu'aux années 70. Après, il s'est marié et après, il a fait un troupeau à la maison, et aujourd'hui c'est mon frère qui a pris la suite. Aujourd'hui malheureusement mon papa n'est plus ce monde, il n'a pas connu Arsène, mais voilà, je pense qu'il doit me guider de là-haut. Bah oui, il est berger. Berger, voilà. C'est son activité. Et c'est un local qui a gardé, où il y a eu des cochons, il y a eu des brebis, donc c'est marrant comment comment ce bâtiment est resté vide de 91 à 2016, il s'est rien passé. On dirait que c'était fait pour moi, ça. Ben, c'est marrant, l'histoire. Ça vous attendait. Voilà. Et vous avez dit berger sans terre, c'est joli, ça veut dire qu'il travaille pour les autres, quoi. Oui, et puis c'est 4-5 mois dans la montagne. Ah ouais. C'était à Irati. Il partait vers mai, juin, juillet, août, septembre. Après septembre, on redescendait, il recherchait des terres. Après, je pense qu'il avait... Et là-bas, quand vous allez en montagne, c'est tous ces troupeaux, vous dites, quand vous êtes là en haut, vous dites, mais il n'y a pas de problème sur cette terre. C'est après, quand vous rentrez à la maison, que vous allumez la télé. C'est vrai que ça doit être étrange, la sensation, la solitude, mais on n'est pas seul, en fait, quand on est berger. Non. C'est compliqué. On a compris beaucoup de choses. On connaît pas. Cette solitude, elle n'est pas négative, elle est très nourrissante. C'est très très bien. Et là, donc, on est dans, c'est quoi la pièce dans laquelle on se trouve? La grande pièce, grande. Non, mais c'est bon. Il y a un autre micro, mais non, vas-y, prends celui-là ou prenez celui-là, c'est pareil. En fait, on a des problèmes, pas techniques d'ailleurs. Des fois, Internet, ça marche ou pas. Et alors, du coup, comme on dit à Paris, on dit du coup maintenant. C'est du coup qu'on dit. On dit pas autre chose. C'est vrai. Du coup, Antoine, il est parti essayer d'installer Starlink. Starlink, c'est ce que nous a prêté notre ami qui fait des voitures Tesla, Elon Musk. Donc, j'en parlais un jour, il a inventé un truc, je vous expliquer en 2 mots, une espèce de parabole qui va capter un satellite, récupérer un satellite pour nous envoyer Internet, en fait. Je l'ai acheté le bouquin. Le monsieur qui est en train de l'ouvrir, c'est lui qui l'a fait. J'ai acheté un gros bouquin ici parce que, après on en parlera, dans ce livre, il y a des tas
tas de choses qui sont fabriquées ici. Allez-y, ouvre-le. Bah oui, ouvrez-le. C'est le vôtre, c'est lui qui l'a fait. Comment il s'appelle le monsieur qui ouvre le livre? Le monsieur qui ouvre le livre s'appelle Jean-Louis Irazzoki. Et vous? Moi, je m'appelle Anna Ruzelval. Et alors, elle est belle. Ah ouais, vraiment. Et c'est, comment je dirais, bon, vous avez quel âge? Vous êtes toute jeune, même 34 ans. Ouais, 30 ans, j'allais dire. 30 ans, des lunettes sérieuses, genre, je suis intellectuel, je réfléchis. Ouais. C'est ça, des beaux cheveux roux. Exactement. Et un sourire. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici, alors? Alors, moi, je m'occupe de cette grande bâtisse, de cette grande maison, cette commanderie qui date du XVIIe siècle, qui surveille Henri pour pas qu'il fasse trop de bêtises. Je la taquine, c'est la châtelaine. C'est bien. C'est elle qui nous commande. Très bien. J'aime bien la taquiner avec ça. Il faut dire qu'elle est bien logée, quand même. Oui, c'est vrai, très. Mais je la vois sur son balcon, j'imagine des scènes. Bien sûr. C'est en bas. Oui. Faut dire. De parler. Non. La commanderie, elle est énorme. Oui, c'est une possession de l'ordre de Malte qui s'est installée à Hérissarie au XIIe siècle, et ils ont construit donc une première commanderie dont on n'a pas la trace, et ensuite une deuxième commanderie, celle dans laquelle on est aujourd'hui, qui date du XVIIe siècle et qui est en fait construite sur les modèles des fermes de Basse-Navarre, la province dans laquelle on est ici au Pays Basque. C'est une ferme assez monumentale avec des grandes dimensions. On retrouve ces grandes dimensions dans la plupart des fermes ici du Pays Basque, mais ici encore plus parce que c'était une possession d'ordre. Et ils ont fait une ferme tout simplement pour exploiter les terres autour du village. Donc il y avait beaucoup de terres, donc grande ferme. Et puis en plus, on voulait montrer la puissance de l'ordre aux alentours. Donc on fait une énorme ferme. Mais ça servait juste à avoir des revenus qui permettaient ensuite de financer les actions de l'ordre plutôt en Méditerranée. Alors, ils ne vivaient pas ici. Première question, l'ordre, exactement l'ordre de Malte. Et deuxième question, leurs actions. Qu'est-ce qu'ils faisaient à la guerre? Alors, à la base, non. Au début, c'est des moines qui installent des hôpitaux à Jérusalem. Leur premier nom, c'est l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Et puis le pape décide de les fédérer en ordre. À ce moment-là, ils ont besoin d'argent, donc ils vont commencer à créer des commanderies un peu partout en Europe. Ici, donc, ça sera une ferme. Et puis, de cette première action de créer des hôpitaux qui étaient, on dirait nous, une action un peu humanitaire, on les a appelés l'ordre des hospitaliers. D'accord. D'où le nom de la maison, Hospitalia. C'était pas un hôpital en fait, ça vient du nom de l'ordre. Et ensuite, dans un second temps, ils ont participé aux croisades avec leurs compères les Templiers. Et puis, ils se sont fait chasser d'île en île. C'est une assez drôle d'histoire, l'ordre de Malte. Mais contrairement à leurs cousins, eux existent toujours et c'est une ONG aujourd'hui qui existe toujours mais qui n'a plus rien à voir avec cette maison. D'accord. Dans une minute, on y revient, d'accord? Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Voilà. Je rigole pour deux choses. La première chose, c'est que je voudrais bien entendre la pub Lidl. Il y a une pub Lidl. C'est la dernière semaine, en fait. J'ai 5 jours. C'est un truc vachement important. J'ai 5 jours pour trouver qui a eu l'idée, vous, l'agence de pub, on est mal. Vous la connaissez, la pub Lidl? Non. Mais si, patron, tu la connais pas? Si, on est mal. Oui, je vois, c'est ça, oui. Ah oui. Et donc, moi, j'écoute la radio, on écoute la radio, donc on écoute les pubs, évidemment. Putain, qui sont vraiment bien, d'autres qui sont moyennes, etc. Ouais. Mais l'idée, elle est bien. Il y a longtemps, j'étais à Europe 1, et il y avait une pub pour une friteuse, Seb. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Et je disais, mais qui a eu l'idée? La pub, elle était drôle, tu vois. Et donc, qui vient de me voir. Et donc, à la porte du bureau, il y a un mec qui tape, c'était Richard Gottener. Et je l'avais jamais vu. Il me dit, c'est moi la frite et tout. Et donc, la pub, elle était extra. Mais Lidl, je trouve que Lidl, elle est vraiment drôle. On est mal. Alors, après, tu te dis. Le patron, c'est ça, ça commence comme ça. Ouais, c'est ça. Oui, ça me revient. Tu te dis, mais qui a eu l'idée, quoi? Est-ce que c'est alors, je dis, c'est peut-être une réunion, ils étaient une dizaine et tout, puis il y a une fille ou un gars qui a dit ça, etc. Juste pour savoir le nom, c'est peut-être une fille qui a eu cette idée. Qu'est-ce que t'en penses? Certainement une fille. C'est certainement une fille. Une femme, à mon avis. Donc c'est vachement rigolo. On connaît le nom du comédien. Il a regardé évidemment Antoine sur Internet, mais on sait pas qui sur Internet. Jérôme Benellouz, c'est celui qui dit allô patron. C'est d'accord. C'est celui qui dit allô patron. Et le patron dit on est mal. On continue avec ta voisine, votre voisine donc. Le monsieur, c'est le restaurant juste à côté, juste en face, avec les Templiers, l'ordre de Malte, etc., etc. Donc, est-ce que c'était des bienfaiteurs ou est-ce que c'était juste des guerriers?
Non, Riches. non. Ils étaient riches. Ici, pour Irisari, ils étaient ni l'un ni l'autre. En fait, ils avaient vraiment des possessions terriennes, des terres autour du village et la commanderie qui leur appartenait. Et ils étaient comme des seigneurs féodaux. Et ils avaient, ils prélevaient des taxes sur les maisons aux alentours. Et eux ne vivaient pas ici, c'était une possession terrienne et elle devait bien fonctionner, donc la ferme devait bien fonctionner. Il y avait des paysans qui vivaient dans la ferme pour eux. Eux, ils venaient de temps en temps prélever les taxes, vérifier que tout fonctionnait. Ensuite, ils vivaient leurs activités de chevalier en Méditerranée pour guerroyer pendant les croisades, mais pas que. Ils ont fait des guerres à Chypre, à Malte, à Rhodes, voilà. Plein d'activités de chevaliers. Voilà, ils ont inventé un Paris-Dakar, juste... non, mais c'est affreux quand même, je trouve. C'est terrible. Non, pas tant. Enfin, disons que c'est une autre... oui, bien sûr. Une autre manière de faire, mais c'est sûr qu'ils étaient... c'est un ordre de moines, à la base, qui crée des hôpitaux, et ensuite... qui s'est fait chasser en fait des différents endroits où il vivait et après c'est les grandes histoires au Moyen-Âge, donc ils faisaient des alliances avec Charles Quint qui leur donnait telle possession et puis ensuite ils se refaisaient chasser parce que tel sultan n'était pas d'accord et puis voilà leur histoire petit à petit en fait leur histoire elle est assez loin d'Irisari, mais pour vivre leur vie de chevalier ils avaient besoin d'argent et les commanderies fleurissent partout en Europe, dont une à Irisari et qui va être active, en tout cas pour le compte de l'ordre jusqu'à la Révolution. Et ensuite, elle continuera à être une ferme pour le compte de particuliers. D'accord. Donc il y a des gens qui dormaient ici, qui vivaient, qui mangeaient. Voilà. C'était quoi? En bas, il y avait des écuries, sûrement. Alors, donc les fermes banavaraises de cette province du Pays Basque, de Basse-Navarre. On dit qu'elle a habité là. Tu vois, ton voisin, pour lui, t'es la princesse. On dit que c'est la princesse. D'accord. La Châtelaine. La Châtelaine, c'est le titre au-dessus. Oui. On doit vous voyer en fait. Bien sûr. Alors, dites-moi, madame, comment on voit quand on a des soirées très arrosées. D'accord. Comment on l'appelle? Comment tu l'appelles? La Châtelaine ou je voudrais qu'elle nous raconte ça. La plupart du temps, je l'appelle Anna, mais des fois, pour la taquiner, quand elle amène un projet, une nouvelle idée. Henri, il faudrait que je te voie 2 minutes. Oui, la Châtelaine, je sais pas, parce qu'il y a, vous regarderez bien la façade, il y a un petit balcon là, je sais pas, ce balcon il m'interpelle. Il est juste au-dessus du restaurant et je sais pas. Je la vois en train de lancer des clés, voilà, je sais pas pourquoi j'ai cette scène et la foule en bas, je sais pas. En délire. J'ai des moments délire. Il y a beaucoup de moments de délire. C'est pour ça qu'il fait d'aussi bons plats aussi. Bah oui, bien sûr. Et donc t'es châtelaine, mais vous êtes châtelaine et qu'est-ce qui se passe chez vous, quoi, ici, là? Alors, il se passe plein de choses. En fait, depuis que l'ordre de Malte est parti, il s'est passé plein de choses. Mais vraiment, l'histoire de cette maison, elle est autour de l'agriculture et des possessions terrières de cette maison. La particularité des fermes banavaraises, c'est qu'on avait dans la même maison les deux activités. L'activité domestique, les gens dormaient, vivaient, mangeaient, et l'activité agricole. On avait les tables, le fenil, là où on stockait le foin, le grenier. On avait pas plusieurs bâtiments, mais un seul. D'où aussi les dimensions aussi importantes de ces fermes banavaraises. Ah oui, c'est énorme. Mais il y en a d'autres, peut-être pas aussi imposantes comme Hospitalia, mais il y en a d'autres d'imposantes vraiment tout autour du village. On retrouve cette forme, on appelle ça la maison bloc, avec cette grande forme rectangulaire. Elle paraît très imposante avec sa façade ouverte percée de fenêtres. À Meneaux. Alors ça, c'est la particularité de l'ordre. Comme on était dans une ferme qui appartenait à un ordre religieux, on s'est fait plaisir et on a fait venir des maçons d'Irisari, qui ont fait valoir leur savoir-faire et ont fait des fenêtres à Meneaux, alors que dans les fermes traditionnelles, bien entendu, on faisait pas ça. Il y a de la pierre ici, il y a une... Oui, c'est de la pierre d'Irisari. En arrivant, j'ai vu une, intérieur de pierre. Oui, tout à fait, exactement. Mais c'est vraiment la pierre d'Irisari, cette pierre grise, qu'on retrouve vraiment dans toutes les partout, maisons. Ouais, ici. Ah ouais, ça devait être chouette quand même l'époque. Oui, pour les riches. Oui, disons que c'est toute une histoire le Pays Basque et en particulier la propriété de la maison. C'est peut-être pas le moment d'en parler, mais c'est toujours le moment de parler de choses intéressantes. Les gens sont très attachés à la propriété de la maison. Les gens sont très attachés à la maison ici. Moi, je viens du Gers. Je suis née dans le Gers et du coup, je suis une invitée de ce Pays Basque-là. Et tous les jours, je découvre de nouvelles choses. Et en fait, je trouve ça pas que passionnant. En fait, je trouve ça émouvant de voir comment l'histoire s'est construite, comment les personnes réfléchissent. On
ont cette appartenance à la maison, à la famille, la place de la femme dans la société traditionnelle. On avait une exposition là-dessus au printemps. Tout est passionnant et les gens portent en eux aujourd'hui, même s'ils n'ont pas toutes les clés de lecture de comment c'était avant exactement, ils portent en eux cette richesse-là, cette identité-là, cette langue. C'est en fait, moi je suis dans un lieu, dans ce lieu qui a pour mission de valoriser le patrimoine du Pays Basque. C'est que du bonheur, que du plaisir en fait tous les jours, parce que il y a un sujet qui va m'intéresser, qui va intéresser l'équipe. Allez, on le fait en expo. C'était le même projet pour l'expo des Mendics dont on va parler tout à l'heure. Et en fait, ça nous permet de faire des zooms sur des parties de la société basque qui sont passionnantes, que les gens connaissent pas, même les gens d'ici, parfois, ils ont en fait, en eux, ils le portent en eux, mais ils n'ont pas les codes des fois pour décrypter ça. Et parfois, on est aussi victime d'idées reçues, de fantasmes un peu sur la société basque. Donc nous, on essaie de déconstruire ça, de s'accompagner de chercheurs, de scientifiques, d'experts, pour parler d'un Pays basque vrai, revenir sur l'histoire, revenir sur les origines du patrimoine, ne pas du tout ni le folkloriser, ni le sanctuariser, montrer qu'il est en évolution. Et vraiment, tous les jours, c'est un plaisir de parler de ça. Je me sens vraiment très chanceuse. Et oui, et alors quand on arrive ici, ce que je disais tout à l'heure, on ressent quelque chose. C'est ce que je lui disais. Les gens le disent beaucoup, oui. On ressent, je sais pas, quelque chose de très particulier. Oui. C'est pas triste, c'est pas gai. Ça fait pas partie ni de la rigolade ni de la tristesse. Il y a beaucoup d'émotions. Oui. Ouais. Ça fait, mais c'est vrai. Hein. Oui, oui. On était en voiture tous les deux, on arrivait. T'as vu, c'est étrange, c'est inattendu. Et donc nous ici à Hospitalia, on est un centre départemental d'éducation au patrimoine. C'est un lieu un peu bizarre, ça n'existe pas vraiment ailleurs. Centre départemental d'éducation au patrimoine. Un CDEP. Un CDEP. Oui, c'est affreux. C'est vrai. On va dans une minute. Jamel vient de me dire pub dans une minute dans Désolée, mon casque. Donc dans une minute, non, pas du tout. Et on va revenir sur ces CDEP. C'est vraiment moche, quoi. C'est pour ça qu'on dit Hospitalia, c'est bien plus joli. Exactement. Je suis parfaitement d'accord. Vas-y, Jamel. Iris Harry, donc Pays Basque, à ma gauche le voisin d'en face, et à ma gauche la Châtelaine. C'est ça. Il est d'accord. Ils sont d'accord tous les deux. Donc la Châtelaine nous parlait du CDEP. Dans le cabinet médical, c'est comme une maladie, c'est une analyse centre de, vous disiez Centre départemental d'éducation au patrimoine. D'éducation au patrimoine, ça veut dire, je suis touriste, je suis très con, et je viens ici me faire éduquer. C'est un peu ça, non ? Me cultiver, oui. Éduquer. Me nourrir. Éduquer. Me nourrir de culture. Mais c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est pas seulement un tourisme en maillot de bain, le ventre à l'air au bord de la mer. C'est autre chose. Alors, c'est même pas que les touristes, ça va bien au-delà. Elle est top, si vous voulez. Ah, vraiment. Non, j'ai que des filles, donc je radote, je dis toujours la même chose. J'ai des filles, mais je suis admiratif. Ah non, mais elle est top. Hein. Elle parle bien, elle est souriante, elle est contente, ça l'éclate. Alors que sa région, le Gers, c'est très beau. La pierre est blanche. Mais la France est très belle. Ah, mais bien sûr. La pierre est belle, c'est vrai, il y a des propriétés magnifiques. Voilà, il y a des raisins blancs et il y a de l'armagnac. Bon, c'est sûr dans le Gers, mais il y a des raisins blancs et maintenant ils font du vin à boire au lieu d'attendre 25 ans ou 30 ans que l'armagnac se vende très cher, ils font du vin. Voilà. Pardon, excusez-moi, madame. Alors allez-y, madame donc, la Châtelaine. Dans notre petite commune d'Irisari, donc pour revenir dans notre histoire, l'ordre de Malte s'en va à la Révolution, la ferme continue de passer de main en main, et puis en 1980, il y a une date importante, cette maison, elle est inscrite au monument historique. Donc on a une nécessité de la préserver, et c'est le département des Pyrénées-Atlantiques qui va se porter acquéreur de cette maison. Donc il la met hors d'air, et puis après il se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de cette grande maison ? Elle était tellement vite, elle est hors d'air. Elle a dit, tu l'as dit vite, tellement vite. Hors d'eau, ça veut dire qu'ils ont fait des toitures, ou en tout cas fait en sorte que l'eau ne coule plus dans les murs, surtout et sur les charpentes, et hors d'air en fermant un peu les ouvertures pour que les pigeons ne viennent pas ruiner la baraque. C'est ça ? Ça permettait de la protéger déjà dans le premier temps. Bravo. Non, je rigole. Et donc le département se porte acquéreur. Là, branle-bas de combat, on convoque plein d'acteurs locaux en se disant qu'est-ce qu'on va faire de cette maison. Il y a plein de projets qui sont proposés. Et puis finalement, en 2002, le bâtiment ouvre ses portes en tant que centre départemental d'éducation au patrimoine. Donc le mot important, c'est l'éducation. C'est vraiment la
du centre et elle va se révéler cette éducation avec 2 publics cibles. Et le premier, ce n'est pas les touristes, c'est les scolaires. Parce que figurez-vous que dans cette maison, il y a des chambres où on accueille des élèves qui viennent en séjour sur plusieurs jours, comme des classes vertes en fait. Et on a une équipe de médiateurs qui sont experts du patrimoine du Pays Basque, qui ont conçu toute une offre pédagogique à l'attention des enseignants. Ils viennent, ils choisissent le sujet qui les intéresse. Ça peut être la mythologie basque, ça peut être l'implantation des Romains au Pays Basque, ça peut être le développement durable, la maison. Il y a énormément de sujets. Et ils viennent séjourner pendant 2-3 jours. Donc j'invite les classes de France entière à venir voir notre site internet, parce qu'il n'y a pas que les touristes qu'on accueille. Et c'est vraiment des séjours dont les enfants sortent avec vraiment un émerveillement et une découverte, puisqu'on ne reste pas qu'à Irisari, on va découvrir l'ensemble du Pays Basque en fonction des thèmes choisis. On peut aller voir par exemple des bergers sans terre quand on parle du pastoralisme. C'est très intéressant cette démarche-là. Il y a énormément de choses, quoi. Les classes, c'est quel C'est tout niveau. Tout niveau. Sauf les maternelles qu'on peut pas accueillir à la nuit, mais on les accueille à la journée. Ça veut dire CM1, CM2 ? C'est tout le primaire, tout le collège, tout le lycée et les étudiants. 16 ans, 17 ans ? Oui, tout à fait. Vous verriez la place du village, c'est une cour de récréation parce qu'ils font des pauses, ils se cultivent et après les après-midi ils ont des petites pauses et là vous voyez sur la place des enfants qui courent, c'est le cœur d'un village qui s'anime, c'est plein de choses comme ça. Ah, je savais pas du tout. C'est bien. Oui. Et alors ils sont contents, ça rigole, ça chavute ? Oui, déjà quand ils découvrent le bâtiment, c'est toujours un sacré événement. Donc ils sont là, mais c'est pas possible cette grande maison. Alors après ils cherchent à trouver des passages secrets, des cachettes. Et puis les chambres, il faut pas s'imaginer des dortoirs. C'est de très belles chambres. Le bâtiment était vraiment rénové avec beaucoup de moyens à l'époque, à la fin des années 90 par le département. Et aujourd'hui il y a quasiment peu de choses qui ont été retouchées depuis et vous voyez que ça a quand même bien vécu. Non mais l'argent, ça doit servir à quelque chose, non ? Oui, je trouve qu'elle a été bien servie. Si je trouve que à la base ça devait être un projet un peu fou parce que on part d'une ruine on part d'une ruine, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et elle parle des scolaires, mais moi je trouve que quand je regarde les gens qui franchissent la porte, il y a pas mal de locaux aussi. Oui. C'est la deuxième mission en fait que le centre s'est donnée. Donc la première, c'est vraiment notre ADN, c'est le public scolaire, ce qui nous prend le plus de notre temps. Donc là, il y a Chloé qui vient de passer, qui est médiatrice aussi du patrimoine, et on a Manu en haut qui travaille parce qu'on prépare l'année prochaine et qu'on a aussi beaucoup de choses qui se font cet été, qui sont les 2 médiateurs du patrimoine et on a une équipe de 6 personnes quand même. Donc je voulais leur rendre hommage, c'est grâce à eux que tout ça est possible. Donc la deuxième mission, c'est l'accueil du grand public. En fait, on met tout le monde dans le même panier. En fait, on n'a pas choisi, on veut pas choisir, on veut proposer cet accès à la valorisation et à la médiation du patrimoine du Pays Basque à tous, aux enfants, aux adultes, aux locaux, à ceux qui sont experts sur un sujet, ceux qui n'y connaissent rien, ceux qui ont l'impression que le musée c'est pas pour eux, ceux qui parfois se sentent un peu pas à leur place dans des lieux culturels, intimidés, voilà. Mais je comprends très bien ça, vraiment. Et en même temps aussi aux touristes, et on a de la chance d'avoir des touristes qui sont très chouettes à Irisari, qui viennent quand ils franchissent les portes, ils ont envie de découvrir justement un Pays Basque et une culture en dehors des sentiers battus, des idées reçues, et donc on essaie de proposer une offre très qualitative, et pour ça on s'entoure de personnes qui sont passionnées et qui ont à cœur de partager aussi cette vision-là du Pays Basque. Et elle le fait bien. Ah ouais. Ah oui. Ah, c'est bien. Elle aime sa maison. Ah bah, ça se voit, ça s'entend. Hein. Et pas de télé dans les chambres des enfants. Non. Même pas le wifi. Même pas. Ah, pas mal, pas mal. Non, c'est vachement important, hein, parce qu'en fait, wifi, c'est téléphone, c'est internet, c'est le nez par terre un peu. Non, de mais temps quand en ils temps. viennent ici, ils lèvent le nez, en général. Alors, le monsieur, on dit qu'on est que tous les 3. Oui. Et j'ai acheté un bouquin ce matin, le gros bouquin qui est là. Oui. Et c'est marrant parce que la personne venait les livrer. Ah oui. Le monsieur qui est là, avec le pantalon gris et la chemise bleue. Donc j'ai dit, il est sympa le gars, bonjour monsieur, etc. Il a livré les bouquins. Et puis là, il s'est levé
parce qu'une femme est arrivée et il lui a proposé du café. Ça veut dire qu'elle doit être importante ou il la connaît bien. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Dites-moi, je la regarde pas, je la connais pas. Alors, elle rit, tu ris. Raconte. Je sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, je veux pas savoir ce qui se passe. Non, mais oui, ce monsieur-là, il est important dans notre actualité. Et tous les projets d'exposition qu'on fait à Hospitalia, c'est ça, c'est des rencontres de gens passionnés. Donc, Jean-Louis Irazzoki fait partie de ces gens-là. Il a, avec une équipe de passionnés, créé un livre qui est paru en 2021, je dis pas de bêtises, que j'ai trouvé sur le bureau d'un collègue au département à Bayonne. Je vais aller voir des collègues et puis je vois ce livre qui est très beau, qui est blanc et jaune. Je l'ai acheté, il est tout neuf et c'est écrit Hemendik. Hemendik, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? L'histoire de 50 objets iconiques du Pays Basque. Et je regarde cet objet, je regarde ce livre, je l'ouvre et là je vois des photos magnifiques, des textes très intéressants, je vois des objets, je vois des photos d'archives, des reproductions d'iconographie, de tableaux. Et je me dis, oula, mais c'est bien ça comme livre. On est d'accord. Mais comme je ne savais pas que le monsieur allait livrer le livre, et il n'y en avait plus en français, il y avait en espagnol, castellano. Castellano? Y también en anglais. English. Il y en avait en anglais. Donc j'ai pris mon téléphone, je suis allé visiter la salle là-haut, j'ai fait des photos des objets de Patogas. Patogas, ça m'a claqué au nez. Patogas, c'est basque. Voilà, il y a une énorme affiche de Patogas. Tout le monde a porté des Patogas depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et donc maintenant, on a le livre et le monsieur en question. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Et c'est qui alors, la dame qui vient d'arriver? Maïtena qui vient de venir, Maïtena Goikotia. Hein? Ben oui, mais qu'est-ce que vous faites? Elle n'a pas de micro, elle peut pas répondre. Non, bonjour. Je vous ai arrivé en short dans la porte, vous êtes découpé dans la porte en short avec un sourire. Je me suis dit bon, elle doit être un petit peu chez elle. À mon avis, elle les connaît. Tac, lui s'est levé pour lui faire. Je dis attends, donc elle est vraiment chez elle. Et qu'est-ce que vous faites? Alors, je fais partie d'une famille de potiers, la poterie Goikochea. Oh, j'ai vu une photo, j'ai vu le monsieur, il est beau. Avec je dis ça. Alors quand je dis d'un homme qu'il est beau, j'ai des réflexions. Mais un homme ou une femme, je trouve que quand les gens sont beaux, en tout cas ont de l'élégance ou de l'allure, il faut le dire. Faut pas se dire dans la tête comme un faux cul. Moi je dis, je jure, et ben vous aussi. Et la photo de l'homme là, du monsieur, je sais pas si je vais la retrouver, sûrement pas. Il a donc une corde dans la main. En fait, il fait une poterie. C'est comme du colombin, je présume. C'est collé. Alors c'est le tournage à la corde effectivement. C'est une technique qui est très ancienne. Incroyable. Ouais. Et ça veut dire que à l'extérieur de la poterie qui peut faire 1 mètre de haut ou 80 cm de haut, c'est grand et c'est très haut, on voit l'empreinte, vous comprenez parfaitement ce que je veux dire, on voit l'empreinte de la corde comme s'il avait enroulé, il a enroulé je présume sa corde autour. Alors effectivement le tournage à la corde, c'est la technique, c'est d'abord une charpente, effectivement qu'on entoure de cordes. Une charpente en quoi? Comment? C'est ce qui fait office de moule, c'est pour ça qu'on voit à la base la trace de la corde à l'intérieur du pot. Ah mais alors attends, la charpente elle est comment, monsieur le designer? La charpente pour faire le pot. La charpente est en bois, c'est une structure qui est démontable une fois. C'est un coffrage en fait. C'est un coffrage, un pré-coffrage, oui. La moitié d'un coffrage en fait. Ouais, je comprends. Si, je comprends. Donc on a comme si on avait un vase en bois, je présume. Tout à fait. Et on colle la terre dessus. Alors pour l'instant, on l'entoure de cordes. Alors on a du mal à trouver la page dans le belus. J'ai des photos dans mon truc. On a l'imagination. On a l'imagination. Ouais, voilà, mais elle va mieux expliquer que moi. Elle va très bien expliquer l'histoire de la corde. Ouais, je vous écoute, c'est vachement intéressant. Mais je pense que on a compris, mais presque. Donc ce corps en bois qu'on entoure de cordes, qu'on pose sur un tour. Voilà, donc on actionne le tour lentement et le potier va projeter l'argile, va le projeter, pas le poser. Donc il va jeter, poum. Donc ça nécessite quand même une sacrée force. Pâteux, liquide? Ouais, c'est assez pâteux quand même. Hein. Difficile, hein. Et pâteux. Ah oui. De trouver la bonne texture, je veux dire, de l'argile. Ouais, ça c'est la texture, elle est étudiée au préalable. Ouais. Bien évidemment, dans cette argile, on va rajouter de la chamotte, qui est une argile cuite et broyée, qui va donner un corps et une structure à l'argile. Parce que c'est quand même des grandes pièces. Ah la vache. Donc il faut leur créer un petit squelette. Ouais, bien sûr. Comme le fer dans le béton. Maintenant, on met de la fibre dans les bétons. C'est ça. Ça rejoint ça. Voilà. Et donc, et là, on va commencer à
créer la pièce. Voilà. Donc c'est des tas de terre qui sont projetés sur cette charpente entourée de cordes. Et petit à petit, derrière, il va y avoir un gabarit qui va venir lisser la pièce. Donc effectivement, la pièce au début va être lisse. Et ensuite, si on a envie, on peut lui faire des textures. On peut la texturer. Puisque la terre est très molle, en fait, on peut la texturer un petit peu comme on veut, la découper, la décorer, la personnaliser. Voilà. Eh bien, j'en ai jamais vu de ces poteries. Et vous? Oui, bien sûr, j'en ai vu. Je les connais très bien, je connais la famille. Non, mais vous en avez vu à vendre, à acheter, j'en ai jamais vu. Oui. Bon. Et il faut dire que moi, je suis designer de profession, donc je connais assez bien les savoir-faire. Parce que quand on parle d'un territoire, on parlait tout à l'heure de paysans, mais ce qui est important, ce sont les savoir-faire. Les savoir-faire classiques ou nouveaux. D'accord. C'est ce qu'on a essayé d'aller chercher. Ok. Nous, avec Jamel qui est à Paris, donc c'est un ami, on a un savoir-faire, c'est celui d'envoyer des pubs. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Paris, donc, ça s'appelle Hospitaléa, c'est ça la commanderie. Au deuxième étage, tu me dis, au deuxième étage, donc il y a cette exposition d'objets qui sont fabriqués ici, il y a Patogos entre autres. Et là, j'ai fait des photos avec mon téléphone parce que aujourd'hui on va plus vite à regarder les photos dans un téléphone qu'à la trouver dans un bouquin. C'est quand même extraordinaire. On cherchait, puis en fait on la trouvait pas. Poterie, Goicoechea, c'est ça? C'est l'histoire du... Alors, ce qui est bien dans l'exposition là-haut, c'est que tous les petits panneaux qui vont raconter ce qu'on est en train de regarder commencent par « c'est l'histoire ». C'est vous qui avez pensé à ça? Ah, vachement bien. C'est une très très bonne idée. C'est vous? Oui, c'est... Il en a un, mais il veut pas se mettre sous le micro. C'est l'association Emadic, c'est un travail collectif. Ouais. Et donc, on a été comme ça chercher des tas d'objets de typologie complètement différentes sur l'ensemble du territoire basque. On n'est pas en train de parler de Pays basque français ni espagnol. On va de la Basse-Navarre jusqu'à la Biscaye. Pour nous, c'est un travail de mémoire collective justement qu'on a essayé de faire pour sortir un petit peu des clichés touristiques du piment de Spelette. Ah ouais, alors j'ai pas osé le dire. Ça doit pas être facile d'en sortir. Ah non, mais c'est vrai. Ça colle à une région. Le piment, il y a que le piment d'Espelette, quoi. Non, après la culture du piment, c'est quelque chose d'intéressant. Ah ouais, non, intéressant au niveau agriculture. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a le piment d'eau aussi qui est très très bon. Oui. C'est le piment d'eau, vous imaginez la petite poêle avec une matière grasse, là, vous allez le faire revenir avec des petits lardons, et puis vous allez casser 2 ou 3 œufs, et puis vous roulez ça comme une omelette, et vous passez à table, une petite tranche de ventrèche, et ça vous met un coup de peps. Eh ben Antoine, tu veux pas finir? Je vais descendre avec lui. puis on va manger ça. Et donc là-haut, ce qui est bien, c'est que ça commence à chaque fois par c'est l'histoire d'une famille. Je trouve ça très très bien. Donc là, c'est l'histoire d'une famille originaire de Escoua. Escoura, oui. Voilà. Et là, il y a la photo du monsieur dont je disais, il est beau. Regardez. Ouais. Attends, je vais lui montrer à la jeune femme. Il est bien, non? Ah oui. Alors ça, c'est Jeannot. Jean Joanicotena. Ça a été l'un des premiers employés de la poterie Goicoechea. Effectivement. Donc il a commencé tout jeune avec mes grands-parents et puis mes parents. Et c'est lui qui a été à l'origine de la technique de la corde. Ah ouais? Donc c'est lui qui l'a vraiment lancé, qui a été là au début. En fait. Il est arrivé, il avait quel âge? Tout petit, jeune? Non, il était adulte, jeune adulte, voilà, dans les années 80, au tout début. Et puis voilà, il a suivi l'aventure jusqu'à qu'il prenne sa retraite il y a à peu près 3 ans. D'accord. Voilà. Ah, c'est marrant. Et vous, alors ça vous plaît? Ou parfois récupérer, hériter d'une énorme entreprise, d'une entreprise, c'est pas facile des fois pour les filles ou les fils? Non. Ce qu'il y a eu, c'est que nos parents ne nous ont jamais forcés à reprendre l'entreprise. Avec mon frère, on l'a fait de notre propre chef, quoi. Voilà. Moi, je suis partie faire mes expériences ailleurs. J'étais à l'étranger et puis je suis revenue. Et je me suis dit, on a une très belle entreprise et voilà. Alors, il y a de quoi faire. Je suis curieux. D'abord l'étranger, où? Et puis après des aventures, un morceau de vie, quoi. Vous faisiez quoi et où? Ça me regarde pas. C'est pour ça que je demande. Pardon. Je suis restée en Angleterre pendant un peu plus d'1 an. Je voulais apprendre l'anglais, bien évidemment, et j'ai travaillé en jardinerie, donc il y avait quand même un lien direct avec l'entreprise. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un marché hyper important en Angleterre. J'ai envie de développer ça. Et c'est la raison pour laquelle je suis rentrée à la poterie au début. Je me suis dit, il y a quelque chose de super à faire. Et
Et voilà. Et donc, j'ai postulé. Ah ouais? J'ai demandé à mes parents, voilà, j'ai un projet de développer la vente à l'export. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà. Et alors? Eh ben, ils m'ont dit, ben oui, voilà, va à fond dans ton projet. Et puis, voilà. Et le frère, il est plus âgé? Iñaki est un peu plus jeune que moi. Il a 2 ans de moins. Alors lui, il s'est vraiment dirigé vers la technique. Il a fait, voilà, il a fait la céramique. Il a fait ses études à Vierzon. Une école? C'est vraiment une école, ouais, de céramique. De température, de cuisson? Un petit peu de tout, ouais. C'est une école assez technique. Et lui, le métier était déjà, voilà, c'était déjà une évidence pour lui. Voilà. Donc il est rentré un petit peu avant moi, 1 an avant moi, et puis on s'est rejoints tous les deux. Et puis depuis, ça fait 16 ans maintenant qu'on continue l'aventure ensemble. Ah ouais, vous avez commencé jeune? Oui. Et alors vous avez des fours, des gros, des grands? Ah oui, on a plusieurs fours, en tout on en a 8. Des petits, des moyens, puis des très gros. Effectivement, ça dépend de la taille des pièces. Et comme on est spécialisé dans la fabrication de grosses pièces, on a des fours plutôt grands, oui. Ah mais j'aimerais bien voir. Une pièce comme ça, on la laisse sécher combien de temps avant de la cuire? Alors ça dépend de la taille des pièces, parce que nous on fait du tout petit, on fait du moyen. La photo c'est 80 à peu près. Ouais. Ces pièces-là, en général, ça dépend du gabarit, ça dépend du temps, ça dépend du climat. Quand c'est humide, ça met plus longtemps à sécher, bien sûr. Ah oui, en ce moment, avec 90% d'humidité, ça reste un peu compliqué de faire sécher des grosses pièces, donc on les laisse sécher. Vous avez des séchoirs, des ventilateurs? Oui, on a des extracteurs. Voilà, on essaie de limiter un petit peu cette humidité. C'est pas facile. Voilà, on peut pas non plus trop forcer, donc bon, en général, il faut 1 semaine, voilà. Quand on dit à l'export, ça veut dire qu'on envoie des pièces? Oui. Comment? Alors ça part en palette. Bien évidemment, alors ça part en camion, mais pas que. À l'export, ça part en bateau et aussi en avion. Comment on emballe ça pour que ça pète pas? Ben on les paletise en fait, et puis on met de la protection. Ça c'est un métier aussi. On met de la bulle? Oui, des cartons, Enfin, c'est pas évident quand même. Non. On essaie de mettre le moins d'emballage possible, mais le mieux placé possible, voilà, pour que les pots voyagent de manière sécurisée. Voilà. C'est marrant, à Dreux, enfin à côté de là où j'habite, Gomboni, je connais un gars qui fait des caisses, enfin qui vend du bois, des caisses, mais des caisses énormes. Et un jour je lui dis, mais qu'est-ce que t'envoies? C'est un morceau de satellite. Un petit bout, une pièce, je sais pas ce que c'était dans le satellite, mais la caisse, elle faisait 2,50 m, enfin 2 mètres de long, 1 mètre de large et 1 mètre de haut pour un objet qui était gros comme 2 fois un point, tu vois. Magnifique, magnifique. Mais magnifique. Amortisseur, des combines, quoi. Ah, c'est top, je trouve ça extra. Mais là, c'est du lourd quand même, c'est lourd, donc c'est palette. Effectivement. Palettisé, filmé et tout, le machin, quoi. Ouais. C'est incassable. Ouais. Ah, pardon? C'est incassable, c'est tellement bien fait. Ben ouais, c'est incassable, mais c'est quand même inquiétant quand tu vois un truc comme ça, fragile. La fille de Jacques Chirac, on était dans le musée l'autre jour. Donc c'est les cadeaux qui ont été faits au président de la République et tout, les top, son mari, elle, vraiment, ils étaient extra. Et donc il y a un truc qui est arrivé par courrier à l'Élysée, c'est un vase qui vient des États-Unis, mais fin, vous n'imaginez pas quoi. Et ben il était pas pété. Personne n'a compris pourquoi. Une pièce extraordinaire en or à l'intérieur, un truc très très beau. Donc le transport, c'est pas évident, ou alors c'est un coup de peau, je ne sais pas. Et vous alors, monsieur le designer, c'est pas un gros mot? Non, c'est pas un gros mot. Ça. Ah bon. Mais en français, on dirait quoi? J'en sais rien. Mais oui, il n'y a pas beaucoup de mots pour dire design. Ouais, je sais pas. En basque, ouais. Ben alors peut-être utiliser ce mot-là, c'est peut-être plus joli que designer, non? Non, ça va, il n'y a pas de problème. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc j'ai des photos dans mon téléphone, il y a plusieurs choses que j'ai vues dont je voudrais vous parler, mais ça va peut-être durer assez longtemps. Il est 10h54. Il y a vous donc avec les poteries, et il y a aussi il y a ça qui est typique d'ici, c'est la pierre qui fait, c'est un jeu, hein, ouais. Qui fait combien, 300 kilos? Celle-là, elle est un peu moins lourde, même si donc Anna me l'a fait porter moi-même. Elle fait 80 kilos, c'était suffisant. Vous l'avez porté? C'était suffisant, oui. 80, là, il y a une photo d'un gars qui porte. Ouais, la châtelaine, c'est lui qui a porté le caillou. Ça a fait rigoler. Hein. Vraiment, ça pète pas, mais un petit peu quand même. Elle nous dirige comme elle veut. J'ai vu. C'est pour ça qu'on lui a enlevé le micro. Tu parleras plus jamais. Et donc il y a des gars qui portent des pierres de 300 kilos. C'est un sport, c'est un jeu d'ici, quoi. Oui. Et à la fin du petit texte, alors attends, c'est un sport qui vient un petit peu d'une activité professionnelle, en fait, du travail. Hein. Bien sûr. Le travail se transforme en un jeu et un pari.
Alors l'actuel record est détenu par quelqu'un qui s'appelle Melcha, je sais pas comment on dit, M-I-E-L-T-X-A, 329 kilos en 2001, il a porté quand même. Et il y a un autre qui a fait, attendez, seul a réalisé 1000 levées de 100 kilos. 1000 fois il a levé 100 kilos en 5 heures. Ouais. Moi je l'ai fait 2 fois. En combien de temps? En une journée? 2 jours. J'ai mal au dos depuis. Non mais tu te rends compte? Et 1000 fois. L'objet est assez beau, même si c'est quelque chose de très comme ça au départ rustique, mais l'objet est assez impressionnant. La pierre, presque sacré quoi. Hein? C'est une sphère. C'est une sphère. Et il n'y a pas de trou pour enfiler les doigts? Non, il n'y a pas de trou. Il y a aussi des pierres qui sont sauvages, cela les calibrées. Il y a 2 ou 3 types de levées différents. Hein? Et c'est assez impressionnant. Ah oui, oui. Et comment vous êtes arrivé dans cette région? Vous êtes d'ici? Moi, je suis né au Pays Basque. Oui. Je suis né à Asquin. J'ai bougé aussi un petit peu, mais je suis revenu. Et là c'est un travail de copains. En fait, on est dans le design, mais aussi dans la communication. On travaille auprès des entreprises. Et on s'est rendu compte assez vite qu'on avait peu de mémoire collective. Donc, on a essayé comme ça de travailler un petit peu avant la pandémie à aller chercher des objets tous assez différents. Hein. On peut avoir une pierre, un œuf de pierre, mais on peut avoir une paire de chaussures, ou un bonbon, ou un vélo, hein, ouais. ou une éolienne. Il y a une veste très très belle. Donc, on a essayé comme ça de ne pas faire attention ni à la typologie, ni à la chronologie. Hein. Et on est sur l'ensemble du territoire du Pays Basque, donc depuis Bilbao, Pampelune, Moléon, Bayonne. Et l'idée étant au travers de ces objets, de raconter des facettes d'un pays un peu plus, comment dire, moins cliché, quoi. Hein. Oui, oui. Comme ça, au travers de ces objets, on peut raconter un contexte historique, un contexte politique, social, inventeur, ou d'où vient cette capacité de création. D'accord. Notre idée étant de créer de la confiance, un peu de dire on a créé, on est en train de créer, donc on va le faire. D'accord. Hein, et on va essayer de résister aux crises. Alors dans une minute, je vais vous poser des questions sur un objet, bel objet. Avec Irisari, on est à Irisari. Avec du beau monde, hein. Ah bah oui, bien sûr, avec le monsieur qui est designer. J'ai même pas dit, si vous prenez le micro, j'ai même pas dit votre nom. Jean-Louis Ilatsoki. Ah bah ouais, c'est mieux quand c'est vous qui le dites. Parcours de vie, la Châtelaine disait ton parcours de vie ou votre, vous voyez ou tutoyez? Ton parcours de vie, etc., etc. C'est quoi votre parcours de vie alors pour arriver jusqu'ici? Mon parcours de vie, moi je suis né, comme je vous l'ai dit, à Asquin, Ascaïné. Et j'ai fait des études à l'école Boulle en architecture d'intérieur. J'ai passé 2 ans à Madrid dans une école de design. J'ai vécu 2 ans au Brésil, 1 année en Argentine. Et puis j'ai décidé de rentrer au pays et d'essayer de participer au développement justement économique et peut-être culturel en collaborant avec des entreprises. D'accord. En Argentine avec des Basques? Non, je ne cherchais pas particulièrement des Basques, plutôt il y a un peu de tout là-bas. Il y a pas mal de Basques aussi. Ah oui, bien sûr. Il y a pas mal de Basques au Chili aussi. Au Chili aussi. Au Pérou aussi. Non, c'était plutôt... je suis parti avec Architectes sans frontières au Brésil. Et donc j'ai travaillé là-bas. Et puis ensuite j'ai voyagé un petit peu. J'ai vadrouillé, je dirais. Et puis je me suis décidé à un moment donné à revenir et à commencer à travailler. Et alors, je suis d'une famille de travailleurs. Mon père était menuisier, ma mère était couturière. Et donc il fallait quand même. Ah non, mais ils étaient dans le geste tous les deux. Oui, tout à fait. Oui, je suis né dans les copeaux et le tissu. Ah, quelle chance. Ouais. Et quand on vadrouille, quand on a ce que vous avez dans la tête et puis ce que vous avez vécu à l'intérieur, juste en regardant les parents faire des gestes, quoi. Qu'est-ce que vous regardiez dehors, le vert, le végétal, qu'est-ce qui vous attirait quand vous étiez plus jeune, on va dire, et même maintenant? Les formes? Plutôt les formes et les matériaux. Ouais. Je suis pas très végétal, on n'était peut-être pas très proche de l'agriculture, même on vivait à la campagne dans un endroit magnifique, mais c'était plutôt les matériaux, les constructions, les manières et les patrons de ma mère qu'elle taillait en carton, hein, et les charpentes ou le mobilier de mon père. Donc c'était comme ça des compléments. Hein. Bon, mais ça tout petit. Puis après, il y a une formation. Ah ouais, non, mais c'est intéressant. En Argentine, par rapport à côté du Chili, l'Argentine, c'est un peu plus plat, on va dire.
Ouais, c'est plat. Ouais. Il y a quelques montagnes quand même. Hein. Il y a la cordillère, mais on est dans des décors plus plats. Ah oui, oui, et puis beaucoup plus étendus. Hein. Étendus. Qu'est-ce qui vous attire là-bas ? Ici, on est quand même dans des zones, à part si on va sur la Navarre ou sur une partie de la Biscaye. Sinon, on a des zones assez, je dirais, comme ça, contrôlées. On soit à la montagne ou près de la mer, on n'est pas dans les Landes. Hein. Et alors en Argentine, qu'est-ce qui vous attirait l'œil ? Architecture ? La langue, la culture, la musique. Le Brésil ? Le Brésil, c'est magnifique, j'ai adoré. Ah ouais. Là, alors c'était un truc de fou. À l'époque, c'était la période avant Lula, et il y a longtemps. Hein. C'était Maintenant, là, je sais pas c'est un continent, quoi. C'est pas un pays. Hein. C'est quelque chose de. C'est une ambiance. C'est la diversité, c'est l'ambiance. Ouais. Bon, j'aime bien la nourriture. Hein. je peux aller manger Scherzheim. Ce qui est la particulier des Basques, c'est qu'on a eu tous à un moment donné besoin de partir. Pourtant, tout le monde disait, mais c'est beau le Pays Basque, comment... Mais le fait de partir quelques années, des expériences, et le fait de revenir après, et là, vous dites, c'est quand même chouette. Et là, vous créez des liens très très forts, je trouve. Ouais. Alors c'est très nourrissant de partir. Ça, c'est possible aujourd'hui, parce qu'il y a à la condition de créer des emplois, hein, mais très longtemps, les gens ont dû partir, émigrer. Et ça, c'était plutôt une souffrance, quoi. Hein. Ouais. C'est-à-dire une bonne partie des gens partaient tout d'abord aux États-Unis, ou alors en Amérique du Sud, ou alors à Paris. Et donc là, il y a eu quand même, je veux dire, la plupart beaucoup d'actifs sont partis et le pays s'est appauvri. Hein. Aujourd'hui, on peut essayer de créer des emplois, hein, pas que du tourisme non plus, parce que les emplois autour du tourisme sont plutôt quand même médiocres. Et donc, on essaie de créer des emplois. Et c'est le collectif MNDIC essaie de travailler justement à collaborer avec des entreprises comme Alki, comme Sokoa, comme dans le mobilier, etc. Alki, on a la chaise. Oui. C'est lui qui l'a créé. Ouais. Alors, racontez, parce que c'est vraiment intéressant. La chaise, elle est en plastique recyclé. C'est pas celle-là ? Ah oui, alors là, sur l'expo, oui. Dans l'expo, ben oui, mais j'ai l'expo. Ah oui. J'ai l'expo dans mon téléphone. C'est une petite entreprise, donc c'est une coopérative. C'est une coopérative qui travaillait dans le mobilier en bois massif. Exactement. Et qu'on a un petit peu, renouvelé, hein, rafraîchi à partir des années 2010. Hein. Et un des objets de l'exposition, effectivement, c'est une chaise avec une carcasse en bioplastique. Parce que quand on s'est dit, tiens, il nous faut une carcasse pour les restaurants, tout ça, on s'est dit, on va pas utiliser un plastique fossile, on va essayer de faire autre chose. Et on a été comme ça chercher, faire des enquêtes un petit peu sur les nouveaux plastiques à base d'amidon. Et donc on a travaillé avec Audi, la marque de voiture en Italie, et ils nous ont accordé le matériau. Et donc on a bizarrement depuis Chachou, donc avec Alki, on a fait la première chaise en bioplastique sur le marché. Mais elle est bien vendue. Hein. Oui, ça fonctionne bien. Oui, vraiment, on la trouve partout. Et les petits plateaux, le plateau, c'est pas du papier. Palmadera. Le plateau Palmadera. Ouais. Ouais. Alors ça c'est une aventure, c'est-à-dire ça c'est au tout début, donc c'est une technique qui vient d'Allemagne, qu'un Navarrais installe à Beira de Bidasoa. Donc ils font des plateaux, des petits plateaux qui pouvaient se laver, donc ils pouvaient être nettoyés dans le lave-vaisselle. Et puis un jour, lors de l'exposition universelle de Séville, 92 je crois, mais il y a un architecte qui est venu en disant, mais si c'est nettoyé dans un lave-vaisselle, pourquoi on ne le met pas à l'extérieur? Pourquoi on ne s'en sert pas pour des parois au niveau architecture? Et donc ils ont fait comme ça un pavillon, et ça a été un carton énorme. Aujourd'hui, il y a plus de 250 personnes à Beira qui travaillent et qui travaillent sur des parois en bois extérieur et qui résistent 50 ans à l'eau et au soleil. Voilà, donc ce sont des petites aventures comme ça. Ah non, mais il y a du métal aussi beaucoup. Et Rodon, je connaissais pas en fait. Rodon. Qu'est-ce que c'est? Le métal, c'est le gros de l'industrie du Pays Basque, c'est-à-dire puisqu'il y avait du minerai en Guipuscoa, en Basse-Navarre aussi historiquement, et surtout en Biscaye, autour de Bilbao. Donc du minerai, encore une fois, ce sont comme des fils souterrains comme ça qu'on a essayé d'expliquer. C'est-à-dire que le minerai, il commence au XIIe, XIIIe siècle. Il y a des mines
Ensuite, il y a des forges. Ensuite, il y a des canons, au 16e, 15e. La Biscaye est avec Tolède l'endroit de production. Puis, on passe à l'arme blanche. Enfin, au fusil. Et par exemple, on a Eibar, qui est une ville de Biscaye, qui est une espèce de petit Saint-Étienne. Hein. C'est vraiment. Et donc ensuite il y a crise sur crise comme partout, 1929. Et par exemple certains se mettent à faire des vélos avec des canons. Ils se font des vélos. Et aujourd'hui c'est la marque Orbea, qui est une marque internationale qu'on a exposée aussi. Voilà, donc c'est cette capacité à faire face aux crises. Aujourd'hui on en aura encore, environnementales, etc. Mais bon, l'idée c'est de pouvoir continuer. Dans une minute, on revient à la suite, pas de l'exposition, mais de tout ce que vous nous racontez. C'est passionnant. Et mon téléphone, en fait, j'y comprends rien. J'arrive pas à retrouver mes photos. Laisse tomber, Antoine. Vas-y, Jamel. Alors, Irisari. Donc dans une grande salle de la commanderie hospitalière. C'est beau, moi j'adore ici. J'ai remarqué ce matin, on a remarqué qu'il y avait un bout de bois sur deux dans le plafond. Peut-être qu'ils n'ont pas fini la construction. À ma gauche, donc le voisin. À ma gauche, la châtelaine. Respect. Ouais, respect, la châtelaine. Et encore en face de moi maintenant, donc le monsieur qui est designer, qui a dit son nom, qui a un très beau nom, mais que j'arrive pas trop à répéter. D'abord parce que je l'ai un peu oublié, puis ensuite parce que c'est compliqué. Et on parle. Allez-y, Madame la châtelaine, vous alliez parler de quelque chose, de l'exposition qui est toujours là-haut, avec donc des objets qui sont fabriqués ici, justement, dans un but aussi, c'est de continuer à faire travailler des gens d'une manière intéressante sur des produits intelligents. Donc je disais, Rodon, je connais pas, c'était le bracelet, c'est du métal aussi, embouti. C'est embouti, non? C'est les petites boules. Oui, en l'occurrence, non, c'est pas embouti, c'est coulé, c'est de l'argent. Ah, c'est de l'argent, c'est coulé. Mais c'est en creux, je veux dire, c'est pas une boule d'argent. C'est en creux, sinon, parce bracelet, il pèserait 2 kilos. Pas trop, il faut économiser quand même les matériaux. Hein. Bah oui. Ah, c'est de l'argent, je savais pas. Et alors, attends, je recherche. Oui. Non, mais oui, on parlait tout à l'heure de comment commencer chaque nom enfin, chaque texte des panneaux. C'est quoi? C'est ceci, l'histoire de. C'est l'histoire de la famille, c'est l'histoire de l'objet. L'idée, c'était surtout c'est pas. L'idée, c'était de pouvoir prendre ce bouquin et de lire un chapitre ou deux, et de différencier complètement. L'idée, c'est de montrer la variété. Donc, on passe d'un bonbon à une chaîne industrielle, d'une chaîne industrielle à un objet en cuir. Et puis on passe d'un objet du XIIe siècle et puis à une fibre ultra technique d'aujourd'hui, ou presque de demain. Voilà, c'est un peu l'idée de. Donc, moi, j'ai eu la lourde mission de résumer, on va dire, les textes qui ont été écrits dans le livre par Jean-Louis et toute l'équipe des Mendic. Et ils ont vraiment fait ça avec un vrai c'est pas juste les objets et le texte qui raconte l'histoire de manière très factuelle. Il y a une très belle écriture. On rentre dans l'histoire des objets. Il a fallu essayer de garder cet esprit-là, cette ambiance dans les textes. Ça n'a pas été facile. Et on a trois versions de livres. Hein. Donc Euskara français, Euskara anglais, Euskara espagnol. Et du coup, on a eu un public comme ça, on a eu des commandes des États-Unis, on a eu des commandes un peu partout. C'était assez surprenant parce que pour nous, c'est le premier livre, on l'a pas fait pour. C'était une association, hein, donc. Et donc, du coup, on en a quand même. Il s'en vend beaucoup plus que ce qu'on ne pensait. Hein. On est à la 4e édition, je crois. Et là, on est en train de préparer une phase 2, qui serait une phase digitale, où on va faire des vidéos sur. Des créateurs, des gens qui ont pris des initiatives. Très bien. Ça peut être un créateur ancien ou un agriculteur qui a changé les méthodes, ou quelqu'un qui a lutté un petit peu, qui a lutté au niveau social ou même au niveau armé, hein, au Pays Basque. Bon. Et donc on est allé chercher comme ça, on va aller chercher toutes les initiatives. Alors devant moi j'ai le tire-bouchon. Que je connais bien entendu, je savais pas du tout que c'était. Hibou. Ah ouais, c'est vachement bien. Le hibou, parce que quand il a les deux ailes déployées et puis les deux axes, ça fait une tête. Je savais pas du tout que ça venait d'ici, moi. Ouais, alors le hibou, c'est pareil. Là aussi, on est dans le territoire de l'armement. Ouais. Des gens qui ont des problèmes juste après la crise de 1929. Parce qu'on vendait beaucoup d'armements aux États-Unis. Et donc, quand les mesures restrictives sont prises, eh bien, il faut faire autre chose.
eh bien, ces gens-là se mettent, comme il y a quand même pas mal de vignobles au Pays Basque, il y a du Txakoli, il y a de la Rioja, ici on a l'Iroulegui, donc, et puis on consomme un petit peu aussi. Et donc le tire-bouchon était un objet intéressant. Et il est très bien fait. Il a 2 bras, en fait. Il a 100 ans. Hein. Il a 100 ans. C'est des experts quand même de l'armement qui se réinventent et qui avaient en fait ce savoir-faire des mécanismes qui vont créer du coup les tire-bouchons. Ouais, Qui atterrissent à un tire-bouchon. Vous imaginez, le mec qui fait des armes tous les jours, et là, c'est la crise, on va faire un tire-bouchon. On va créer quelque chose pour ouvrir cette fameuse bouteille, pour oublier les soucis. C'est génial. Ah non, c'est génial. Et puis on sent bien que c'est des gens de métal et de mécanique, quoi, parce que c'est vraiment réfléchi, quoi. C'est vraiment, c'est gambergé bien comme il faut. Il y a eu aussi, parce que c'est difficile de qualifier au niveau design les cultures, mais on peut dire qu'au Pays Basque, il a toujours été fait des choses relativement bien faites, hein, pas très ni dans l'ostentation, ni dans la déco, plutôt dans le faire. On est toujours dans le faire. Dans l'utile, dans le fonctionnel. Et donc, ce sont des objets du coup résistants et pérennes. Et les chaînes de bateaux, les chaînes. Ah oui. On fabrique des chaînes. Tu vas voir, j'ai fait une photo là. Je suis en train de montrer à mon voisin. Ça c'est Rodon, ça c'est le truc. Et ben non, j'ai pas la photo des chaînes. Attends. Alors là, les chaînes. Si, la photo elle est dans le livre. Je croyais que c'était des saucisses. Oui, on se croyait dans une cochonaille. Dans la photo qui est dans le bouquin, il y a une photo avec des maillons de chaînes et de loin, on leur a dit de la cochonaille quand même. Ah oui, ce matin, quand je suis allé là-haut, j'ai regardé, j'ai dit c'est marrant, c'est des saucisses. Et puis non, oh merde, c'était des maillons. Anna nous a dit qu'on ne pouvait pas la monter parce qu'elle faisait le maillon faisait 1000 kilos. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est pour des bateaux. Elle vous a fait porter une pierre de 280 kilos. C'est ça. Ouais, mais alors comment est-ce qu'on arrive à fabriquer ça? J'aimerais bien voir à fabriquer un maillon de chaîne, d'accord? Ça veut dire qu'on a 1, 2, 3, 4 courbes, 4 angles droits, on va dire. En plus, on a 2 moitiés qui vont se toucher, qu'on va souder, mais avant, il faut l'avoir assemblé avec le suivant. Et comment on fait? Et donc c'est ça la difficulté là. Et donc on le présente comme un objet. En fait le maillon, évidemment, c'est pas un objet qu'on a inventé au Pays Basque. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose ici qui a été inventé. Hein. Mais là, c'est la dimension effectivement, et c'est l'installation, la machine. Et quand on voit ça, vous voyez ça à Bilbao, c'est impressionnant. Donc c'est une famille. Imaginez que l'homme là sur la photo, il est plus petit que un maillon. C'est ce que j'ai vu. C'est des dimensions énormes. Il est plus petit, sur le bouquin on le voit bien, plus petit que... C'est pas du tout un trucage, quoi. Non, c'est pas un trucage, c'est pas de la 3D. Et donc là on est dans un contexte, on est dans le port de Bilbao qui est un gros port industriel. Et comme on disait tout à l'heure, le minerai qui est juste à côté. Donc il y a les hauts fourneaux et il y a eu une famille qui s'appelle les Bicinaï, qui s'appelle toujours Bicinaï d'ailleurs, c'est une entreprise familiale qui fabriquait des chaînes, mais ils ont passé d'une chaîne à peu près normale à une chaîne d'une taille incroyable. Et quand on voit les chaînes posées sur le port, c'est comme un paysage magnifique comme ça, des milliers de maillons. Et c'est ton objet préféré? C'est mon objet préféré. Ah, c'est pour ça que je cherchais. Ce matin, donc j'ai fait le tour, j'ai regardé, puis je pensais à vous, je pensais à lui, je l'avais rencontré en bas, etc. Et je me disais, bon alors, qui est-il? Moi, je vois les gens, je vous vois pour la première fois, et puis j'aime bien, je lui dis, Antoine, ne pas savoir en fait qui je vais voir. Où je vais ni qui je vais voir, au moins t'es un peu inquiet quand même, et puis cette peur et tout fait que on va connecter avec lui et ça se connecte avec le voisin. Et puis la châtelaine, elle se déplaçait dans ses déplacements, elle était chez elle, c'était pas de l'inquiétude qui glissait autour, mais il y avait un truc. C'est vrai. Quand on est arrivé, moi je voulais rien, boire un café, puis je savais que ça fonctionnait pas très bien Internet. Donc on était après, hop, je vois l'homme avec sa voiture qui se gare et qui bute dans une pierre en sortant de la voiture avec un petit carton. Très bien, oui. Ouais, et je dis c'est marrant, il pense à autre chose. Et puis après il revient, il fait un deuxième tour avec un deuxième carton lourd. Je me dis c'est marrant, c'est lourd. Et toi vous me dites la châtelaine, il apporte les bouquins. Donc tout ça c'est rigolo, mais bon, moi ce qui se passe en ce moment c'est il paraît qu'il y a un lien entre des gens qui écoutent la radio, le monsieur, la dame là, et moi.
Je vous dis ça comme ça, à cause de mon passé. C'est vrai que j'ai fait des trucs qui étaient plutôt honnêtes en fait, et vers les gens. Et donc ce ressenti que je ressens moi le matin, ça fait que quand j'arrive, je vous regarde, je vous ai vu arriver en short, en short, comme vous êtes. Je parle de la dame des poteries là, jeune, mais ils sont tous jeunes. Hein. De toute façon, à mon âge, tout le monde est jeune. Juste une chose, Gérard, quand même. Vous avez dit qu'elles étaient très jolies, tout ça, mais moi, vous m'avez pas dit que j'étais beau. J'ai pas osé. Je fais 1m65. Mais peut-être que c'est qu'il manque quelques centimètres. J'ai pas osé. C'est un peu susceptible. Oui, j'ai pas osé. Non, j'ai pas osé. Mais alors, je vous regardais ce matin, je me demandais vraiment qui vous étiez. On avait dit en venant qu'on dirait jamais du mal du basque. On avait dit pour l'instant sur la route. C'est lui donc, qui complimente tout le monde. Ah ouais. Non, j'avoue que j'ai pas pensé. J'aurais dû. Ah non, mais c'était bien de vous voir ce matin. Une fois, deux fois, il est passé, etc. Et donc voilà. Donc c'est un plaisir d'être là. Et puis tous les objets que je regarde, je trouve ça extra. Il y a les petits plateaux en tout fin. Je me dis merde, les mecs, ils ont des idées, tu vois. Ça, c'est bien. Et dans le livre, il y a 50 objets. Et nous, on n'a pas pu mettre les 50 dans la salle d'expo, bien que assez impressionnante aussi dans ses dimensions, sous une belle charpente. Donc il y a 30 objets qui sont présentés. Et de temps en temps, on a des gens qui nous disent « et le maquila, et l'espadrille ». Alors oui. Ils sont dans le livre, hein, ces objets-là. C'est des objets, c'est sûr, iconiques du Pays Basque, mais on a décidé de ne pas les mettre dans l'exposition. C'est bien. Parce que aussi, on voulait équilibrer entre l'artisanat, l'industrie et le design. Et justement, expliquer aux gens, raconter une histoire qu'ils ne connaissent pas et les faire aller dans des directions auxquelles ils ne s'attendaient pas. Parce qu'effectivement, les gens qui viennent de l'extérieur, mais comme les locaux, connaissent pas l'histoire parce qu'on est administrativement, on est un peu scindé. Donc, une personne de Molion a du mal à savoir ce qui se passe à Irun. Une personne de Bilbao, c'est pas ce qui se passe à Bayonne. Donc, on manque un petit peu de connexion. Donc, c'est un des objectifs de ce livre. Mais on parle pas de la sandale, mais par contre, on a parlé de la pâte au gaz. Parce que la pâte au gaz vient de la sandale. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Parce que là, c'est un créateur génial, hein, René Elisabide, qui est à Moléon, à partir de la sandale et l'arrivée du caoutchouc. Bien sûr. Fait fondre, c'est pour ça que ça s'appelle de la pâte au gaz. Hein, il fait fondre la pâte au gaz. Et donc, le caoutchouc est fondu sur de la toile de sandale et il crée la chaussure pâte au gaz qui est quand même extraordinaire. Extraordinaire, c'est mon enfance. Voilà. Ah ouais. Et qu'est-ce que j'ai vu encore comme objet? Les petits plateaux, donc. La veste peut-être. La veste, ah voilà, ça. Merci. Merci, heureusement que t'es là. La veste. Donc il y a une veste noire, toute simple, avec des poches comme une canadienne un peu pour mettre les mains. Mais c'est une veste. Gabardine. Une gabardine. Voilà. Elle est en quoi? Elle est comment? Elle est étanche? Alors la gabardine, ça c'est une marque de Donosti, Saint-Sébastien, qui s'appelle L'Oréac Mendiana, hein, c'est une marque. Et ils ont créé cette veste avec un tissu qu'ils ont réussi à modifier, une trame. Lorsqu'il y a de l'humidité, la trame s'épaissit et devient imperméable. Donc c'est une veste incroyable, géniale. Elle s'appelle Ura, qui veut dire eau en basque. Hein, et donc ils changent comme ça juste les couleurs d'année en année. Mais je pense que c'est une gabardine qui va durer encore, parce qu'il pleut quand même pas mal ici aussi, hein, et on n'a pas beaucoup de soleil. Hein. Et contrairement au kawaii, elle garde son aspect mat, elle devient pas brillante. Brillante, ouais. Les anciens cabans de l'armée américaine étaient lourds, ou les Français aussi, et faisaient un petit peu la même chose. Ça pesait 20 kilos, quoi. Ah ouais. Ah non. Alors qu'est-ce que j'ai vu encore comme objet là? Qu'est-ce que vous avez? La planche de surf aussi. Oui, j'ai vu la planche de surf, j'ai vu les skates aussi, les skateboards, je savais pas du tout. Le skate, c'est marrant parce que alors, ça, personne ne le sait. Le premier skate arrive en 1966 depuis la Californie, hein, à Biarritz, à l'aéroport. J'ai trouvé l'image, le gars qui débarque avec les 3 premiers skates. Et il se trouve que donc à Irun, il y avait déjà une famille qui s'appelait Sanchez, mais qui fabriquait des skis. Donc la marque s'appelait Sanchez Ski. Et ils fabriquaient des skis de grande qualité, hein, pour l'armée espagnole, etc. Et donc ensuite Rossignol est venu, ils ont perdu ce marché. Mais les fils de cette famille, Sanchez, ont vu débarquer le skate et se sont dit, on fait le skate. 1966, premier skate européen fabriqué au Pays Basque à Irun. Vachement bien. Réactivité, première pub envoyée par Jamel à 11h27 maintenant. Avec tourisme64.com, passez votre été en Béarn, votre automne en Pays Basque. Avec tourisme64.com, je répète, voilà. C'est vous, madame, que j'ai croisée ce matin, qui est arrivée. Je regarde les gens. Hein. Et alors, pendant les pubs, je vous dis tout.
moi j'ai un casque, donc j'entends les pubs, en fait, j'entends ce qui se passe. Mais j'ai gaulé la châtelaine et le monsieur designer à parler, et moi j'ai pas entendu ce qui se disait. Après, j'ai compris que vous, le restaurateur ou toi, il est 11h30, vous alliez peut-être partir faire à manger. Non, je travaille pas aujourd'hui, mais je cuisine pour moi, pour ma femme et mes enfants à la maison. Ah bon, ben vous restez là, alors Oui, c'est oui, bon. je reste là. Parce qu'ils étaient en train de se raconter un truc, mais je l'ai pas eu, moi. Non, mais ça, c'est l'appel du ventre. Là, il est 11h31. Non, Il y a un appel de ventre de chacun et... Non, il était en train de... Qu'est-ce que vous disiez? Ça me regarde pas, mais bon. Vous parliez avec vos mains, comme tricoter un truc, aller voir des gens, j'ai compris ces petits mots-là, comme si vous alliez voir des Je lui ai posé entreprises. la question, le côté virtuel, digital, est-ce que ça allait pas dénaturer? Parce que je trouvais que l'expo, il fallait la vivre, il fallait la voir. Et tout à l'heure, il a parlé qu'ils allaient mettre une partie en digital. Donc je lui ai reposé la question, ce que c'était la partie digitale qu'ils étaient en train de travailler. C'était plus aller chercher le créateur, rentrer dans le créateur et faire une interview, de raconter un peu son histoire. C'était plus ça. Mais il va mieux l'expliquer que moi. Oui, merci. C'était ça, hein? C'était ça. Je comprenais pas, j'entendais pas. C'est rencontrer les personnes, les faiseurs, les gens qui savent faire, qui font, c'est fantastique. Donc moi, j'adore pouvoir rentrer dans un atelier, que ce soit du métal, du bois, de la terre, et partager avec eux et éventuellement même leur proposer des choses à faire éventuellement. Mais oui, ce sont ces environnements. Donc on va passer à une phase digitale. Pourquoi? Parce que bon, on a sorti un bouquin et il y a une bonne partie de la jeunesse, des jeunes quand même, regardent davantage de vidéos que de bouquins. Hein, ça c'est un fait. Et d'autre part, on va essayer de le faire correctement, c'est-à-dire avec des équipes de tournage et aller comme ça. Chercher des témoignages, chercher des atmosphères, des ateliers, des couleurs, des obscurités. Hein. J'ai vu Blade Runner hier soir, je me suis dit tiens, je vais rentrer dans l'atelier et je vais faire la même chose. Quoi, hein. Ah oui, non, c'est bien. Blade Runner, c'était bien. Oh, ah ouais. Le cinéma, enfin, il y a des fous quand même, il y a des fous partout. Puis des scénarios comme ça, c'est particulier quand même. Parce que quand on rentre dans, par exemple, les fabricants des armes ou ceux qui fabriquent les outils, hein, c'est de la compression de métal, et bien c'est un environnement extraordinaire. Quoi. D'accord. Ils travaillent dans l'obscurité, il y a du feu, enfin c'est magnifique. Puis d'accord. Mais les armes, c'était quoi? Des armes lourdes, des armes de main à main? Les armes du pistolet à la. Bon, il y a encore aujourd'hui une industrie. Armurier en Pays Basque. Même de l'arme blanche en fait au tout début. Au tout début l'arme blanche, mais ensuite jusqu'au fusil, le revolver, enfin. D'accord. Un Saint-Étienne. Manufacture. Ah non, je croyais que vous alliez. Non, oui, en fait, moi, ce que je constate dans ce projet-là, et j'ai adoré vraiment travailler avec l'équipe des Mendic, donc il y a Jean-Louis qui veut me faire monter des chaînes Vicinaille à 2000 kilos sur la salle d'expo 2e étage. Ah, c'est dommage. Et puis, il n'y a pas que lui, il y a Eki, il y a Maider, il y a Ametch aussi qui a fait tout le design. Enfin, c'est vraiment une équipe. C'est un vrai travail d'équipe. Hein. D'ailleurs, c'est une association. Et à but non lucratif, hein, on le fait juste pour pouvoir continuer à travailler sur cette mémoire collective. Et donc il y a des designers, mais il y a des communicants, il y a des photographes, il y a des vidéastes, tout ça. Donc c'est une équipe comme ça qui permet. Parce que c'est un travail de fond quand même. On a mis plus de 2 ans à faire. Et je trouve qu'il y a une dimension en fait dans les objets choisis il y a le savoir-faire qui est valorisé, mais il y a aussi la beauté de l'objet. L'objet en tant que tel, l'émotion qu'il peut dégager, la beauté. Et je trouve que dans tout votre travail, que ce soit le livre et ensuite le projet d'exposition, il y avait ça aussi, de valoriser l'objet dans l'environnement dans lequel il est présenté, que ce soit le livre ou l'exposition, tout est beau, quoi. Et puis c'est de qualité. C'est rare de travailler comme ça aussi. L'idée étant de montrer le mieux possible, bien sûr, mais aussi de montrer les facettes d'un pays. Hein. Je le disais tout à l'heure, mais en fait, on se sert des objets pour raconter l'histoire d'un pays. Hein. Donc, parce que derrière cette mémoire matérielle, derrière une pioche ou un sac en cuir, eh bien, il y a une mémoire immatérielle. Derrière une selle de Voltaire Design, il y a une tannerie au XIIe siècle. Hein, depuis Asparin
jusqu'à Espelette, il y avait des dizaines et des dizaines de rivières. À côté de la rivière, de tanneries. De tanneries, bien sûr. Ouais, ouais. Hein, et donc, parce qu'il y avait des chaînes tausins et des animaux. Donc, il faut avoir tous ces composants pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, il y a encore un travail de cuir à Niparaldé, en Pays Basque Nord. Et donc, voilà, c'est essayer de montrer cette route-là. Ouais, le cheminement des hommes, le travail des hommes était réglé avec l'eau, l'air, le feu et le vent. Ouais, c'est écrit en dessous. Et on recommence, hein. On recommence avec l'air. D'ailleurs, il y a des éoliennes. Exactement. Et on recommencera avec... Mais ça, j'ai pas voulu la mettre dans l'éolienne. C'est trop. Ah bon? La Châtelaine. Elle est restée très attachée aux traditions. Tout à fait. Et alors vous, le soupirant? Non, le voisin. Moi, je subis. Non, c'est pas vrai. Non. Très complémentaire. Les gens, ils se nourrissent de culture d'abord, et puis après, ils viennent passer à table. C'est sympa. Et c'est là où je mesure ce que c'est, parce que maintenant, ça fait 7 ans qu'on est dans ce bourg de village. Ce que je mesure, ce que c'est le poumon d'un village, c'est que on est tous complémentaires. Il n'y en a pas un qui doit faire plus le malin que l'autre. Voilà, on amène tous quelque chose. Et c'est ça qui rend les gens heureux. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Le boulanger, quand il ouvre le matin, et le pain, le boucher. Après, au fil de la journée, vous avez toujours quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Bon, rien, moi je trouve ça suffit comme ça. Mais ce qui est intéressant ici, quand on arrive donc devant le bâtiment, on est impressionné. Et puis après on entre et c'est vrai, il a dû se passer des tas de trucs quoi ici avec des foules, avec plein de gens. Là on est peu nombreux, on est 6-7, mais là-bas mais ils étaient nombreux pour tout, pour les animaux, pour faire à manger. Il faut s'imaginer que c'était comme une usine en fait, une petite fourmilière. On était. Ça sent. Quand on parle de l'ordre de Malte, il faut laisser complètement de côté un ordre religieux qui pouvait vivre ici. Eux, ils n'y étaient pas. Par contre, il y avait des employés pour leur compte qui vivaient dans cette ferme et ça grouillait quoi. Et ça passait, on allait au pressoir, on pouvait cuisiner, on montait le foin. Il y a le meunier qui venait chercher ou ramener les sacs de farine. Ça grouillait quoi. Et Anna, on était au royaume de Navarre ou pas? On va parler du royaume de Navarre là maintenant, si tu veux. Vas-y. Allez, si. Alors, en fait, c'est un peu particulier parce que c'est une histoire complexe. Hein, ça se décrit pas en 2-3 minutes, mais bon, je vais essayer quand même. Donc nous, ici, on est dans la province de la Basse-Navarre. Qui du coup faisait partie du royaume de Navarre, qui allait, dont le siège était à Pampelune, qui allait du coup de part et d'autre des Pyrénées. Les rois de Castille décident d'envahir la Navarre. Ils prennent Pampelune et ensuite ils traversent les Pyrénées et ils veulent conquérir aussi le nord des Pyrénées. Ils n'y arrivent pas, ils repartent. Et pendant un temps, en fait, la Basse-Navarre, cette province dans laquelle on est, va être le seul restant de ce royaume de Navarre. C'est le petit bout qui va rester. Elle reste indépendante et elle a son organisation propre. C'est pour ça que on connaît bien l'expression roi de France et de Navarre, qui était le titre de Henri IV, qui ensuite va se perdre avec son fils, qui va lui décider de rattacher la couronne de France et la couronne de Navarre. Voilà, des gros moments tragiques pour les Basques. Donc la Navarre a été le dernier État basque indépendant. Avec tout ce que ça veut dire. Mais ici, ce qui est particulier, c'est que il y a en fait, c'est pas le Pays Basque, c'est très complexe et c'est pas l'organisation des terres, des pouvoirs publics et privés. C'est pas comme dans le reste de l'Hexagone, on retrouve plein de maillons, plein de strates. Et le roi de Navarre, effectivement, avait une partie, mais pas que. En fait, le propriétaire de sa maison, l'aîné de la maison, était le seigneur en fait de ces terres. En fait, on a une noblesse de terre et pas de sang au Pays Basque. Il fallait avoir une maison pour être noble. Et ça fait que ça rajoute une couche. Ils n'avaient pas tous les mêmes, ils n'avaient pas tous les mêmes liens avec féodaux, avec le roi de Navarre. C'était pas forcément lié. Et donc par-dessus ça, on rajoute l'ordre de Malte, qui avait des possessions ici et qui lui était rattaché on appelle la langue de Navarre, la partie géographique
dans les possessions de l'ordre de Malte dont dépendait Irisari. Et donc on avait comme un îlot ici où le commandeur d'Irisari était le seigneur. Pour autant, il y avait d'autres nobles puisqu'ils avaient des droits de terre liés à leur maison, et ensuite il y avait le royaume de Navarre. Je l'explique pas hyper bien, mais petite pub pour nos amis de Saint-Étienne de Baïgorry. Il y a un centre d'interprétation sur l'histoire de la Navarre qui s'est créé l'année dernière, qui est vraiment passionnant. C'est une histoire assez complexe et vraiment c'est un beau lieu pour en découvrir plus. Ah non, vous expliquez très très bien. C'est ce que j'avais ressenti en arrivant ce matin. L'histoire est toujours plus complexe qu'on ne le croit au Pays Basque. Ouais, mais on sent les choses. On sent que c'est très différent quand même. Très différent. Mais c'est passionnant, c'est très intéressant. Ah oui, c'est vachement intéressant. Pub dans une minute, il me dit Jamel dans l'oreille. Et donc vous êtes le bel homme, je l'ai dit, le bel homme qui est en face de moi, le designer, je l'ai dit. Hein. Ça me fait rire. Vous êtes vraiment d'ici, quoi. Hein, physiologiquement, vous vous sentez de... Oui. Ah, c'est vrai. Je pense que oui. Non, mais ça se voit. Il y a quand même eu pas mal de passages à bouger, mais oui, je pense être du coin, oui. Bah oui, bien sûr. Non, c'est chouette. Hein. C'est intéressant parce qu'en fait, on se promène à droite à gauche, on va dans des pâturages de la Creuse, dans des pâturages de droite et de gauche, et tout est différent, bien entendu. Mais encore une fois, ici, c'est pas pareil. À toi, Jamel. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Parlons vrai. Avec tourisme64.com. Passez votre été en Béarn, votre automne en Pays Basque. Alors tourisme64.com, elle va parler dans 2 minutes, c'est la dame qui est en face de moi, que nous présentera la châtelaine, qui donc a des lunettes sérieuses, vraiment un visage souriant, des longs cheveux roux, et comme elle tient le micro de la main droite, sa main gauche passe tout le temps du haut en bas dans les cheveux roux, parce que je fais la même chose avec ma queue de cheval. Bah toi aussi. Non, c'est vrai que je vais te prêter le micro 2 minutes, Antoine, parce que tu as un truc vachement important à dire, et puis après on parle. Vas-y. Non, c'est que samedi, on avait regardé le match de l'équipe de France de rugby, le dernier, ensemble lors de notre petit arrêt à Angoulême. On a regardé le match de rugby de l'équipe de France qui a gagné son 3e match de préparation, et on est dans une région aussi du rugby. Quand on est arrivé à Asparan hier, on a vu les différents stades de rugby qui composent justement ce club-là. On va en croiser sur tout au long de la semaine, puisque vous le savez, Sud Radio, la radio du rugby et la radio de la Coupe du Monde de rugby qui va commencer dans quelques jours, et dans quelques minutes maintenant, dans moins d'1h15, Fabien Galtier va annoncer son groupe, le groupe des 33 joueurs. Ils sont 42 au départ, ils vont être plus que 33 à composer ce groupe de l'équipe de France qui va disputer la Coupe du Monde, avec ce match France All Black qui entamera le 8 septembre la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que ça va être un grand événement. On va suivre ça de près, et on est dans l'attente de savoir quel joueur va être écarté du groupe. On a quelques petites idées, mais c'est vrai que c'est toujours des moments difficiles, même si Fabien Galtier, l'entraîneur du 15 de France, le dit, il y a sûrement des joueurs qui seront à la maison, qui pourront jouer les matchs les plus importants, parce que les aléas du rugby, on l'a vu avec Romain Ntamak, c'est des joueurs qui peuvent être blessés, c'est un sport d'engagement, un sport de contact, et peut-être que certains joueurs seront amenés à être blessés. Donc ça va être une pré-liste, on va dire, de 33 joueurs, mais qui ne va pas forcément être la liste qui finira la compétition, mais déjà un premier indicatif sur l'équipe qui commencera du côté du Stade de France le 8 septembre sur la Coupe du Monde, qu'on suivra bien sûr évidemment sur Sud Radio. Eh ben merci Antoine. Donc le souhait d'Antoine, il faut espérer que ça se réalise, c'est de suivre tous les matchs de l'équipe de France, de suivre l'équipe avant, pendant et après. Voilà, donc on ne sait pas si on va y arriver. Tous les jours, j'essaie de le répéter, mais vous savez, dans les radios, il y aura des directeurs, des gens qui décident pas, qui ont un chouchou, qui n'ont pas un chouchou et tout. Donc je fais de mon mieux. Non, c'est vrai. En plus, il a joué au rugby, puis il fait tout. Il a 21 ans, il fait tout. L'équipe, elle est d'enfer. Moi, j'ai 81 ans au mois d'octobre. Donc, on a 102 ans, nous deux. Et c'est vrai, Antoine fait tout et moi, je fais le reste. C'est cool quand même. Par exemple, maintenant, j'ai trouvé quelqu'un qui va parler à ma place. C'est la châtelaine, on va dire, Anna, qui va nous présenter
présenter Madame, s'il vous plaît, Madame Tourisme, si vous êtes d'accord. Il faut juste lui passer un micro, s'il te plaît. Voilà. Alors, Christiane Bonnat, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées à l'ADT, à l'Agence départementale du tourisme. Nous, on est une structure du département des Pyrénées-Atlantiques, donc on est presque collègues. Et donc elle travaille à Bayonne, loin dans la ville. Et tout de suite, elle a dit, mais ce lieu-là, Irisari Hospitalia, c'est un lieu magnifique. Il faut absolument qu'il soit connu de tous et je vais m'employer à le faire du mieux que je peux. Et depuis, elle nous fait venir des gens comme Gérard Klein, on a elle des fois qui vient, on a des journalistes anglais et toujours on a des super retours de gens qui ont parlé avec Christiane de nous. Non, mais c'est pas évident. Bon, moi, c'est pas important. Et comment vous faites? Bonjour d'abord, pardon. Bonjour. Pour contacter des gens, pour arriver à faire venir du monde, en leur disant, c'est pas évident. Ah ben, si vous voulez, moi, je suis l'attachée de presse à l'ADT Béarn Pays Basque, donc, comme l'a dit la Châtelaine, on est chargé de la valorisation de la destination, Pays Basque, Béarn. Mais moi, je reçois des journalistes par mon métier qui veulent découvrir ce pays, en parler. Et j'adore la Côte Basque, j'adore ce Pays Basque, mais j'ai une passion pour l'intérieur parce que voilà, on y trouve des gens authentiques, des gens passionnés, et j'aime aller les rencontrer, j'aime les valoriser. Et on les a entendus ce matin, ils parlent tous avec passion, on a envie de les rencontrer. Et il y en a beaucoup comme ça en Pays Basque. Et comme disait Jean-Louis, aller à leur rencontre, aller dans leurs ateliers, aller dans leur cuisine, aller quand ils préparent une fête. Oui, ça aussi, les fêtes de village, c'est toujours formidable, c'est vrai, quoi. C'est vrai. Ah non, c'est bien, ça se sent. Et puis ça donne envie quand on fait des émissions comme ça. Bon, encore une fois, je fais pas ça pour faire une carrière, mais j'aime les gens, on va dire c'est bête, mais je trouve que montrer des gens comme vous, l'envie que vous avez, le désir, tu vois, puis la sincérité, on en voit peu à la télévision ou à la radio. Et c'est vrai, de même que vous allez faire le livre en numérique, et c'est évident qu'il faudrait faire, ou sur Internet, un suivi, non pas de télé, mais des émissions. En moins, en tout cas, comme tout le monde a le nez dans son téléphone maintenant, proposer dans les téléphones, voir, par exemple, vous le designer, et puis les chaînes, le Voltaire, le cuir, comment ils travaillent leur cuir, où ils achètent les cuirs, les coutures, et les montrer, parce que au lieu de regarder, il y a plein de conneries quand même dans les téléphones. Non, mais Frida, elle a 11 ans, Rabouniette, mon meilleur pote, la dernière de nos petits-enfants, la plus jeune, et en fait, le mardi, le jeudi, elle mange à la maison souvent. Ma mère, elle a des trucs à faire, donc si je suis tout seul, je lui fais à manger, on est tous les deux, on se marre, et puis après, elle met son nez dans le téléphone sur TikTok et tout, mais il y a des trucs vraiment nuls, quoi. Faut être clair. Et je lui dis, mais arrête, tu t'abîmes le cerveau, c'est des conneries. Je lui dis, ouais, ça fait rien, Pépé, je regarde. Et donc, pourquoi ne pas proposer autre chose à tout le monde, même des séquences très courtes. Et il faut pas que ce soit chiant. C'est ça le truc, c'est qu'en général, beaucoup d'émissions où la culture entre guillemets, c'est bête ce que je vais dire, c'est un peu chiant, quoi. C'est pas drôle. Et là, vous, c'est vivant. Tout à fait. Et en digital, il faut vraiment aller sur du vivant, vraiment du vivant, des expériences, des témoignages, des envies. Enfin, il ne faut pas que ça dure 5 minutes par vidéo, effectivement. Et un autre aspect de notre travail, c'est on le fait sur différentes langues. On le fait en euskara, en basque. On le fait en français, on le fait en espagnol et en anglais. J'ai vu. Donc c'est quelque chose, parce que pour nous, la langue basque est un autre des éléments culturels déterminants dans le partage collectif de part et d'autre de la frontière. Ah oui. Mais moi, j'ai vu ce pays évoluer, ça fait plus de 30 ans que je travaille pour... Oui, je suis pas jeune comme la Châtelaine. Ça fait plus de 30 ans que je vois ce pays qui évolue. On est parti d'une période, peut-être même pas l'évoquer, qui était assez compliquée au niveau du tourisme, où le tourisme n'était pas très très bien perçu, même plutôt mal perçu d'ailleurs. Et j'ai vu cette fantastique évolution. Aujourd'hui encore, il y a on peut ne pas être ça revient complètement pour le tourisme. Et moi j'ai vu ce pays évoluer, j'ai vu des gens aussi revenir comme toi, j'ai vu des établissements se créer, des événements se créer, il a formidablement évolué, mais en gardant bien l'esprit d'ici. Et c'est ça qui est passionnant.
C'est pour ça que ce pays... ce pays mérite vraiment d'être connu et d'aller à la rencontre des gens. Alors, peut-être que les touristes, justement, qui vont venir ne sont pas choisis, vraiment, mais ont en effet une attitude qui fait que les gens d'ici ne seront pas rebelles, c'est-à-dire en disant venez pas nous emmerder chez nous, quoi. Non, c'est pas ça, non. Non, c'est bien. Non, le tourisme, moi je suis pas... vous parliez je pense, des années 70-80 où il y avait même une lutte armée qui s'est mise contre le tourisme, mais le fait de travailler contre le tourisme exclusif, le tout-tourisme, oui, que c'était quelque chose qui était nécessaire, même Hipparchia Tarak, je pense, avait raison. Et donc, il se trouve qu'on peut ce qui est mauvais, c'est la dépendance du tourisme. Le tourisme en soi, évidemment. Je viens des Flandres, je viens de passer quelques jours à Bruges, j'étais touriste. Et on peut être touriste, on est tous touristes. Oui. Mais une autre chose, c'est qu'un territoire ne fasse que ça. Et ça, ça a été dans les années, ça a été un peu trop long. Voilà, c'est ce qu'on aurait pu. Voilà. Et ça a engendré une crise du foncier. Où les jeunes ont du mal à se loger, etc. Donc le tourisme, oui, mais contrôlé. Très très bien, c'est en train de se passer, tous ces problèmes-là dans l'île d'Orée, l'île d'Oléron et partout où les gens jeunes ne peuvent pas se loger. Non, mais ce qui est formidable justement ici, tu as raison Jean-Louis, mais c'est que justement des jeunes aujourd'hui s'installent, créent. Il y a tout un mouvement quand même, et justement, on partage, on vit de ce tourisme, mais on partage. On ne le subit pas, on le partage. Et ça, c'est très important. Moi, j'étais bien content de partager ce matin avec vous. Merci. Merci à mon voisin, le premier que j'ai rencontré. Merci à Madame La Châtelaine, vraiment, merci. Avec plaisir. Merci infiniment. Merci Jean-Louis. Et tu es très beau. Pardon, c'est pas de l'irrespect, tout. Et merci à Madame Tourisme et à vous la jeune femme qui a repris l'entreprise des parents. Ça, c'est énorme, vraiment énorme. Je vais peut-être terminer avec une minute d'avance, Jamel, mais simplement pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Là, c'est une toute petite chansonnette que j'ai faite donc avec Madame Frida, où je lui disais, tu te rends compte, quand tu auras 10 ans, moi j'aurai 80 ans, donc ça fait 4 fils et petits-enfants, et surtout, elle chante à la fin, t'en fais pas pépé. Voilà. Ça veut dire que quand on n'a pas eu le temps d'être papa, parce qu'on a beaucoup travaillé dans des films ou des trucs comme ça, qu'on n'était pas à la maison, on a le devoir, mais vraiment je dis le devoir, d'être grand-père. À demain. 4 filles, 6 petits-enfants. C'est un boulot à plein temps, le plus beau rôle de ma vie. Et ça commence aujourd'hui. J'ai pas le rôle principal, c'est la vie. Et c'est normal. 1, 2, 3. Quand t'auras 10 ans, moi j'aurai 80 ans. Quand t'auras 20 ans, j'aurai 90 ans. Et pour fêter tes 30 ans, je t'offrirai mes 100 ans en chantant. Pas facile d'avoir 2 vies, il me faudrait 1 siècle et demi pour connaître ton mari, tes enfants et tes amis, pour que ta grand-mère adorée leur raconte mes 68. Notre histoire a commencé là, et puis j'ai fait du cinéma, de la radio, de la télé, mais on s'est jamais quitté. Faudra surtout parler d'elle, ta grand-mère est exceptionnelle. T'en fais pas pépé, je serai toujours là pour parler de toi. T'en fais pas mémé, je serai toujours là pour parler de toi. C'était les routes de l'été, 10h midi, c'est la fin de ces 2 heures qu'on a passées en direct de la commanderie à Irisarri dans le Pays Basque. Et on va continuer cette aventure dans le Pays Basque. Demain, on sera à Saint-Angras en direct. Vous connaissez maintenant l'horaire, 10h midi sur Sud Radio. Donc c'est la fin des routes de l'été. Maintenant, vous retrouverez les débats de l'été avec Thierry Steiner. Et nous reviendrons sur la Coupe du Monde féminine qui s'est achevée hier. Et c'est l'heure de faire les comptes. Vous nous appelez au 08.